Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Cette semaine, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez la nature, si vous aimez le côté outdoor, si vous aimez le vert, on a quelque chose pour vous. Si vous aimez le sport, si vous aimez la compétition, bref, si vous êtes corps, on a quelque chose pour vous. Parce que cette semaine, on est dans le Vercors. Bref, cette semaine, au cœur de l'extrême, c'est dans le Vercors, c'est au Vélo Vert Festival et c'est après le générique. Le Vert Festival, c'est la grande fête du VTT. Il y a plus de 300 marques qui sont là pour les participants et pour faire tester tous les vélos et accessoires du marché. Aussi la grande fête du VTT parce qu'il y a plus de 16 parcours tests pour tester tout ça. C'est-à-dire que demain, si vous voulez acheter un vélo ou tester le vélo de votre rêve, eh ben c'est juste parfait. Et ensuite la grande fête du VTT parce que il y a 16 épreuves différentes, donc pour la famille, pour les enduristes, pour ceux qui veulent faire de la descente, pour le cross-country. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est rassembler tous les pratiquants du VTT. Le Vélo Vert Festival fête sa 9e année, la 6e à Villard-de-Lans. Et quoi qu'il arrive, le Vélo Vert Festival restera à Villard-de-Lans au moins jusque 2021. Le VTT, c'est important. On se rend compte que pour notamment les stations de moyenne montagne comme Villard-de-Lans, ça représente une vraie alternative au ski. Et donc c'est d'autant plus important pour ces stations. Et puis je pense que les chiffres du marché le prouvent. Il y a une grosse croissance, notamment sur le VTT assistance électrique. Donc oui, les chiffres le prouvent, c'est de plus en plus important. On attend 40 000 personnes et 8 000 inscrits. Les inscrits, ce sont les personnes qui soit testent le matériel ou alors font des épreuves en famille ou entre amis. On touche vraiment tous les types de populations, que ce soit des hyper spécialistes de l'enduro ou du cross-country, jusqu'à la famille qui va passer un bon moment sur la Via Vercors avec très peu de dénivelé. Nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de réunir tous ces pratiquants. Donc cette année, la grande nouveauté, c'est le premier championnat de France de VTT assistance électrique. Il est vrai que pour le moment, VTT assistance électrique, c'était plutôt associé à une notion de plaisir, de loisir. Mais là, les instances fédérales ont décidé de lancer des compétitions. Et c'est la première ici sur le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. Le vélo vert, c'est évidemment du vélo, mais là, je vous avais promis de la verdure et on va faire une petite pause dans ce festival avant de retrouver Julien Absalon, double champion olympique de VTT Cross Country, qui nous parlera de sa nouvelle passion, le VTT à assistance électrique. Et donc, notre petite pause verdure, ça va se passer avec Joachim en canyoning. Pour du canyon, il faut du mouvement de terrain, du relief et de l'eau. Et le Vercors, typiquement, de l'eau, il y en a, c'est ouvert partout et on a des reliefs. Donc il y a une concentration de canyon qui est assez intéressante pour la France. Le canyoning, c'est descendre une rivière au moyen de cordes et en servant des ateliers naturels qui sont créés. Donc c'est souvent des toboggans, des sauts et du coup pour les endroits qui ne sautent pas, on va faire du coup des rappels. Ça peut devenir très pointu et très difficile. Il y a des parcours initiation, progression, voire extrême. Quand tu commences à avoir... donc il y a les grandes verticales qui font peur un peu aux gens, comme à La Réunion par exemple, où tu vas avoir des rappels de 100 mètres assez souvent. Enfin, ça commence à être un peu plus élitiste sur qui va le faire ou pas. Et par contre, ce qui peut être dangereux et qui devient pointu, c'est dès que tu vas avoir beaucoup d'eau. Donc quand il commence faut jouer avec les courants et... c'est là où il ne faut pas se faire surprendre. Et ce qui peut être dangereux dans le canyoning, c'est la noyade en fait. Parce que la corde, c'est impressionnant dès qu'on commence à être une certaine hauteur, mais une corde, elle te tient à 1 mètre, elle te tient à 90 mètres. C'est la même chose. Par contre, l'eau, si tu n'es pas bon nageur, il faut commencer à lire un peu les différents mouvements d'eau pour ne pas se faire amener à des endroits où tu ne veux pas, quoi. Et là, oui, on commence à être dans le sport extrême. Si tu regardes sur le côté gauche, on voit qu'il y a une petite plateforme. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec une corde, on va descendre jusqu'à cette plateforme.
Et si tu es motivé, on pourra faire un saut en sautant dans la mousse en bas. À faire du canyon par l'escalade et je suis bien content en fait parce qu'à la base je suis pas trop de l'eau moi et j'ai vraiment appris à aimer ça et à me confronter dans un élément que je connais pas trop. Moi je suis plutôt aérien, dans l'altitude et tout ça me va bien, la montagne, et c'est vrai que le canyon ça s'est fait tout seul et en fait j'aime bien ça quoi. Je trouve que c'est vraiment cool à amener des gens qui sont pas forcément des montagnards, qui viennent pas forcément de ce milieu, et généralement tout le monde y trouve son compte. C'est rare de voir des gens qui sont complètement réfractaires à l'outdoor. C'est-à-dire que ce soit par le vélo, le canyon et tout, il y a vraiment un gros boom de ces activités-là, même dans le cadre scolaire. Maintenant il y a plein de gens, par exemple les enfants du Vercors, arrivés à 15 ans, ils ont tous fait au moins une fois du canyon, du vélo, enfin une fois, voire plus. Ils savent tous mettre un baudrier. Il y a, donc sur une activité locale, mais même sur d'autres départements, il y a une demande qui se crée et il y a beaucoup plus de demandes qu'avant. Et il n'y a qu'à voir maintenant, même chez les pros, ce canyon-là, maintenant quand on croise les anciens, ils ont tendance à pas trop être contents de nous voir parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'il y a 15 ans, quoi. C'est assez jeune comme discipline en fait, avec le développement des matériels, des matériaux aussi. On peut amener des gens sans qu'ils soient spécialement préparés à être dans l'eau froide, à se confronter à un milieu dans lequel on n'est pas fait pour évoluer. On est quand même dans des creux de rivière, ici il y a les truites et les crapauds. Les humains ils vivent pas là normalement. Mais voilà, ça se démocratise vachement et il y a de plus en plus de demandes. On est donc sur un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire qu'on a une motorisation qui permet de démultiplier la puissance qu'on va appliquer sur la pédale. Donc en fait on commande l'assistance électrique grâce à ce petit boîtier. Et ensuite on peut changer les modes d'assistance. Donc premier mode économique qui permet d'aller loin et de peu consommer de batterie, donc une petite assistance. Mode tour, un peu plus fort. Mode IMTB, là on est déjà sur un mode sportif. Ou turbo, c'est l'assistance maxi. Donc on navigue dans les modes en fonction de ce qu'on recherche comme assistance. Et comme sur un VTT classique, ben forcément on navigue aussi, on adapte son braquet, son débattement. Le vélo est plus lourd qu'un vélo classique. Alors, on a un surpoids d'environ 6 à 8 kg. Là, sur un vélo qui est quand même légèrement supérieur à 20 kg, donc c'est quand même assez lourd. Donc il est équipé en fonction, c'est-à-dire que là, tout à l'heure je parlais des pneus plus, donc les pneus plus qui permettent vraiment d'avoir du grip et donc du freinage. Donc on a des disques, des freins à disques qui sont très gros, en 200 mm à l'avant, et avec des étriers très puissants, donc pour arrêter le tout. C'est vrai que contrairement à un vélo classique, ça fait également travailler pas mal le haut du corps, puisque c'est puissant et il faut s'accrocher au guidon lors des freinages, et aussi ça permet de monter des pentes vraiment assez impressionnantes. Donc en montée ça tire également beaucoup sur les bras. L'idée là sur ce premier championnat de France e-bike, c'est que la différence se fasse vraiment sur le pilotage et la technique, pour pas que ce soit uniquement la performance des moteurs, la performance des vélos qui fasse la différence, mais plutôt l'habilité du pilote sur le vélo. Donc ils nous ont concocté un circuit, un tracé très technique avec du dévers, des racines, beaucoup de virages, des montées très raides à la limite de passer en vélo. Donc ce qui va faire la différence, c'est justement l'habilité du pilote, entre celui qui va réussir à monter sur le vélo, celui qui va mettre le pied à terre, celui qui va tomber. Et en descente c'est la même chose, puisqu'on a beaucoup de portions où finalement on est sans assistance, puisque c'est du pur pilotage. Et puis en montée sur presque des petites montées impossibles. L'idée c'était de pas
avoir un parcours qui roule trop vite parce que en fait un vélo assistance électrique coupe à 25 km/h avec plus ou moins 5% de marge. Donc si on joue sur cette marge, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est un circuit où on va très très rarement au-dessus de 25 km/h, ou vraiment dans les portions de touchous en descente où là on dépasse très largement les 25 km/h. Donc c'est pour pas justement être sur ce point de règlement qui peut être litigieux. Par contre en montée, sur ces montées très raides, là on tire vraiment parti de l'assistance, puisque c'est des montées qui seraient quasiment infranchissables avec un vélo classique. Et que là on va tenter de monter avec l'assistance. Avant tout, je suis un fan de VTT. J'ai fait ma carrière en cross-country olympique, mais j'ai toujours adoré passer d'une discipline à l'autre. Je me suis déjà essayé à la descente marathon, à l'enduro. Et en fait, là, ce que je souhaite faire durant les prochaines années, c'est me faire plaisir dans toutes les disciplines. Et l'e-bike est une des disciplines qui me fait énormément plaisir et où je vais prendre du plaisir. Et c'est ça l'idée, mais après, je vais aussi être sur des événements de descente marathon, ce genre de choses. J'arrête ma carrière de cross olympique parce que le cross olympique, c'est la discipline la plus exigeante, qui demande une hygiène de vie irréprochable, un entraînement qui est vraiment quotidien. Pour performer en cross olympique, il faut du matin au soir, vivre, manger, dormir, entraînement. Il faut être un athlète de haut niveau. Et maintenant, ce que j'ai envie, c'est de découvrir le VTT sous son côté plus plaisir, avec moins de contraintes d'entraînement. Mais l'e-bike est pour ça exceptionnel. Alors, c'est beau ou pas le Vercors? Je vous avais promis du corps, le corps de Vercors et du champion. On a eu Julien Absalon, c'est 2 médailles olympiques, c'est des coupes du monde, c'est des championnats du monde, bref, gros champion. On va aller voir un autre gros champion, c'est Ludovic Guyodia, le snowboarder freeride qui habite à Villard-de-Lans. C'est très difficile de se qualifier pour le Freeride World Tour en snowboard, puisque sur la zone Europe, il n'y a tout simplement qu'un seul qualifié. Ça fait 3 ans que Ludovic, qui a déjà été sur le World Tour, court après cette requalification. Enfin, le Graal est atteint et il va nous en parler tout de suite. On fait une petite pause dans notre découverte du vélo et du festival Vélo Vert pour retrouver un local de l'étape, Ludovic Guyodia, qui est pas du tout cycliste. Eh ben pas du tout, non. J'habite dans une station qui communique pas mal sur le vélo et qui développe le côté vélo, mais malheureusement je roule très peu. L'année dernière, donc sur le qualifier, tu domines la saison et tout le monde s'attend à ce que tu te qualifies, et Clément Beauchâté passe dans un trou de souris à la fin et se qualifie donc juste devant toi, donc pour 100 points. C'est tellement dur cette saison de qualifier. Dans quel état tu t'es retrouvé? Est-ce que tu as réussi à te remobiliser tout de suite en disant bon, l'année prochaine c'est la bonne, ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit ouais bon, la compétition, peut-être qu'on a fait le tour? Clément Beauchâté, donc, qui est un bon ami à moi, il n'est pas là par hasard. Ça fait des années qu'il court après cette montée sur le tour, et effectivement il a su gérer la pression sur cette finale et aller gagner cette finale, ce qui fait qu'il me passe devant. Mais voilà, moi j'ai fait une petite erreur, je fais deuxième. Arriver sur une finale, faire deuxième, c'est-à-dire ne pas vraiment louper sa course, mais louper la montée, ça a été une des plus grosses déceptions de ma carrière. Ça a été vraiment... J'ai eu un retour d'Autriche assez difficile en voiture. Je suis rentré directement, j'étais vraiment déçu. Maintenant, Clément méritait sa place sur le World Tour et tout le monde était ravi pour lui, parce que c'est vrai que c'est un rider qui a de grosses qualités et qui l'a prouvé sur les années précédentes. En snow, on a 8 participants, si je ne dis pas de bêtises, et d'éventuels wildcards aussi qui vont un petit peu brouiller les pistes, parce que quand tu as Gigi Ruff ou Travis Rice qui arrivent sur une compétition et qui sont là, eux, pour le fun, donc libérés d'une certaine pression, ça met d'autant plus de pression sur les 8 participants réguliers. Oui, effectivement, surtout des noms comme ça. Après, je le prends vraiment pour... c'est hyper gratifiant d'avoir des mecs qui viennent se frotter aux riders de notre circuit et de notre sport. J'ai eu la chance de courir contre ou avec Travis Rice au Japon l'année dernière. Oui. On a d'ailleurs fait une interview tous les deux qui était vraiment intéressante, où on a parlé un peu de notre vie de famille, etc., la vie à côté du snowboard. Et c'est vrai que après le but c'est d'aller chatouiller ces gars-là qui sont des... Mais c'est vrai que tu vois, par exemple sur l'exemple du Japon,
Travis Rice, il remporte la compétition parce qu'il balance une grosse figure, mais parce que finalement, il ne s'intéresse pas plus que ça au classement. Donc, bon, après, c'est Travis Rice, donc il a son petit niveau, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais quelque part, s'il pose les fesses derrière, c'est pas trop grave pour lui. Par contre, vous qui êtes dans la compétition toute l'année, il y a des risques que tu peux pas prendre parce que de poser les fesses, ça va te faire perdre 3 places qui peut-être vont te coûter le classement final. Oui, c'est certain, et c'est vrai que ces gars-là arrivent libérés complètement de la pression qu'on peut avoir, même dès la première course d'un circuit annuel. Après, voilà, c'est vrai que... Parce qu'en plus, ils prennent les points, c'est-à-dire que c'est des points qui ne sont pas redistribués sur les autres compétiteurs. C'est une des choses sur lesquelles on discute entre riders, de dire oui aux wildcards, oui aux riders qui viennent pour une étape, mais par contre, pourquoi donner les points, et ça peut jouer sur un titre mondial, quoi. Ouais. Après, voilà... c'est comme on dit, si on est devant, il n'y a plus de questions à se poser. Donc pour l'instant, le système il est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec, en tout cas pour ma part, je ne veux pas trop me prendre la tête avec ça. Et l'objectif, c'est dès maintenant, j'ai rattaqué l'entraînement physique 2 semaines après avoir été lâché la planche. D'accord. Et l'objectif, c'est d'aller gagner des courses l'année prochaine, et quels que soient les gens au départ. Pendant cette escapade dans le Vercors au Vélo Vert Festival, on a croisé différents types de cyclistes. Il y a du VTT d'enduro, du VTT de cross-country. Et maintenant, on va s'intéresser à une discipline très particulière, le VTT Street Trial. C'est-à-dire que c'est un croisement entre le VTT, le BMX Street et le trial. Bon, ça s'apparente beaucoup au trial, mais c'est différent. Et cette discipline, on va la découvrir au travers de 2 riders. Léo Nobile, que je viens de croiser dans les travées du festival et qui va nous raconter pourquoi il est ici. Il va aussi nous parler de son actualité. Et juste après Léo, on ira voir le régional de l'étape, c'est Johan Tribula. Il habite juste à côté, à Lens-en-Vercors. Il nous parlera lui aussi du VTT Street Trial, mais également de sa fonction de promoteur, puisqu'il développe des shows autour de cette discipline qu'il diffuse dans le monde entier. On évolue dans la rue, essentiellement comme le BMX Street en fait, dans la rue, enfin de partout en fait, dans des endroits naturels, dans la rue, beaucoup dans la rue. C'est pour ça qu'on a tendance à dire pour le trial freestyle Street Trial. Donc nous on s'exprime beaucoup en vidéo. Moi je suis sur des projets pour des marques, à la fois en street trial, en trial freestyle donc, et en mountain bike. Et moi je vais mélanger nos mouvements, nos passages techniques à l'enduro quoi. Donc ça va donner quelque chose de vachement visuel, plus que juste des virages et des passages manuels. On va mélanger la technique trial à l'enduro, donc grosse vitesse, et avec des parties un peu plus techniques, avec des marches, des descentes un peu plus techniques, etc. Rendez-vous incontournable, oui, je pense, parce que ça va avec, je trouve, avec le Rock d'Azur. C'est dans le même principe que le Rock d'Azur, mais ça se passe directement à la station, en fait, à Villard-de-Lans, donc on peut aller tester les vélos, c'est génial, quoi, en conditions réelles. Et ouais, c'est un événement incontournable parce que toute la scène française se retrouve ici, en fait. Je suis en train de faire une carte de France et je suis en train de voir un peu les demandes de devis que j'ai, où elles sont placées exactement. Les devis validés, non validés, où est-ce qu'on va, afin de cibler les zones qui sont plus ou moins intéressantes pour nous. Ça, c'était en 2017. C'était l'an passé. Ça, c'est un événement qu'on fait chaque année chez nous. On bosse un peu sur nos concepts parce qu'on a des gros événements en fin de saison, et c'est vrai qu'à Lens-en-Vercors, je fais venir toute mon équipe. On sort tout ce qu'on a et voilà, on travaille un peu nos shows, on lance un peu des nouvelles figures, et puis voilà, c'est l'occasion de montrer un petit peu à tous ceux qui nous connaissent, qui nous suivent sur le plateau, ce qu'on fait et puis l'évolution des concepts. C'est une belle fête. Depuis que j'ai créé Freestyler en 2009, on a fait 26 pays, donc j'en suis pas peu fier. Pas mal en Asie, on a été en Chine plusieurs fois, en Inde, les Émirats, partout en Europe, les Caraïbes, on a été plusieurs fois, à La Réunion. C'est vraiment un côté que j'adore quand même, voyager, rencontrer du monde, d'autres cultures. Le plus renversant que j'ai vu, c'est l'Inde, quoi. On a l'impression d'être sur une autre planète.
Alors la logistique, quand je suis en Europe, en Afrique du Nord, non, ça je m'en occupe, on bouge en camion. Après tout ce qui est, dès qu'on prend l'avion, on fait tout sur place. Alors il y en a en Chine, en Inde, ils sont ultra motivés, ils veulent exactement ce qu'on fait en France, donc j'envoie des plans, des modules, ils refont tout. Il faut voir, ils sont motivés, hein. Ils soudent à 40 pendant une semaine et ils refont à l'identique ce qu'on a. Bah, ça c'est ce qu'ils veulent. Et puis après, bon, des fois, on refait tout en bois, ça c'est pas compliqué, ça on a l'habitude, on a des plans tout faits, on arrive à reconstruire en 2-3 jours des choses très sympas. Mon histoire elle a commencé en 95. Mon père il avait une entreprise sur le plateau, il était partenaire d'un événement, le Trial International à Villard-de-Lans. Et il y avait un show le soir à la patinoire, à Villars. Et ce soir-là, ils ont invité le champion du monde de l'époque en VTT Trial, Marc Vinko. Moi j'étais là, j'étais minot, j'ai vu ça et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Le moment où je l'ai vu, j'ai voulu faire ça. Je suis rentré chez moi, le soir même, j'ai pris mon vélo et je suis allé à minuit sur la place de Lens pour commencer à bouger les roues, sauter les trottoirs et j'ai jamais arrêté, Et 7 ans plus tard, je me retrouvais avec ce même Marc Vinko, champion du monde, sur le Tour de France à faire des shows. Un VTT de street trial, ça va être un vélo qui va être très bas pour avoir un maximum de maniabilité, qu'on soit pas gêné pendant les figures. On a des roues en 24 pouces, afin d'avoir pareil un engin qui soit un peu plus nerveux et surtout des freins très puissants. Souvent on vient en équilibre sur des rails qui font 2-3 cm en des mouvements très précis et c'est vrai que là si on a le moindre, si le freinage il vient à bouger, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, donc un vélo très bas, des freins très puissants, un guidon large pour la stabilité. Voilà. Donc un cadre en aluminium très rigide, relativement bas. Au niveau du braquet, on est très léger, 22-16. Des freins surpuissants, un guidon très large et des roues un peu plus larges que la moyenne, voilà, afin d'avoir un maximum d'adhérence du rebond. On est en single speed, on garde un braquet qui est constant, voilà, parce qu'on a vraiment des repères très précis au niveau du pédalage et du coup de pédale. Donc voilà, ce qui convient le mieux dans notre discipline, c'est le 22-16 qu'on retrouve absolument sur tous les vélos. Hyper important, des longues durées, afin de pouvoir faire des tours de guidon. Voilà, les tail whip, des bar spin, ça c'est vraiment des figures qu'on a pompées entre guillemets sur le BMX pour ramener sur le VTT. Pourquoi une selle? Alors ça c'est là, non, en trial il n'y en a pas, mais c'est ça le problème du VTT trial, c'est pour ça que ce sport est très peu médiatisé et qu'il n'arrive pas un peu à sortir. C'est que c'est trop marginal. Ça ressemble plus à des vélos, il n'y a plus de selle, le cadre, il n'y a plus qu'un tube, ça ressemble à une trottinette. Nous on essaie vraiment de garder l'aspect d'un vélo, vraiment, même si on ne se sert pas de la selle, on tient à garder un aspect esthétique, quelque chose qui ressemble réellement à un vélo pour que les gens puissent s'identifier à nous. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Un vélo trial, on ne s'identifie pas à ça. C'est une trottinette aujourd'hui, il y a 2 pédales, il y a un tube de roue. Ça, c'est un vrai vélo, comme un BMX, et les gens, voilà, ils font plus le rapprochement, et c'est mieux, c'est mieux. On se rend plus compte de la difficulté. Alors, actuellement ici, j'ai 2 camions de remorque. Tout a été conçu sur mesure. Chaque année, on essaie de développer un petit peu des nouveaux concepts. Là, je viens de recevoir, celle-ci, elle a 3 jours, une nouvelle remorque. On a commencé à mettre un peu de technologie dedans, avec des vérins hydrauliques. C'est vrai qu'elle se déplie un peu toute seule. Donc c'est vrai que ce que je recherche aujourd'hui aussi, on fait tellement de dates, c'est d'avoir des modules qui soient sympas, qui soient spectaculaires, mais qui nous permettent aussi d'avoir des installations un peu plus rapides. Parce qu'on commence à avoir tellement de matériel que quand on fait des prestats à la journée, quand il faut 2 heures pour installer et 2 heures pour ranger, ça fait beaucoup. C'est vraiment une micro-partie, parce que j'en ai partout. Ça c'est tout ce qui est partie, voilà, quarter, rampe de lancement Funbox. Là on voit là-bas une partie des rails, alors tout est calculé au millimètre, tu vois, ce module, il a été fait au centimètre près pour rentrer dans ce véhicule. Et malgré ça, on a toujours jusqu'au plafond, quoi. Quand on se déplace, on a plus de 6 tonnes avec la remorque. Alors là on est à Lens-en-Vercors, c'est un terrain qui est mis à disposition par la commune que je remercie encore. On l'a conçu sur mesure avec mon frère Thomas, vraiment par rapport à nos besoins, les figures qu'on souhaitait travailler. On a un bac à mousse pour travailler un peu les figures les plus engagées en toute sécurité. Et voilà, on est au calme, on est bien, on est ouvert et on passe beaucoup de temps ici. Beaucoup de temps à travailler, peaufiner nos figures les plus techniques. C'est vrai que quand on est en saison, on n'a pas beaucoup le temps de partir faire du street à droite à gauche. Donc on passe l'essentiel de notre temps la semaine ici. Dans le street trial, dans notre discipline, ce qu'on recherche, c'est pas uniquement le franchissement comme on peut l'avoir en VTT trial. On a du franchissement, mais
on a beaucoup de figures et on essaie d'intégrer de la vitesse. La vitesse, pourquoi? Parce que c'est plus sympa, enfin nous on aime ça, et ça nous permet de faire des choses un petit peu différentes, qui soient plus spectaculaires. Donc c'est autour de cette réflexion qu'on a essayé de construire ce terrain. Voilà, tous les modules, ils ont un emplacement spécifique afin qu'on puisse les aborder avec un maximum de speed et qu'on puisse enchaîner le plus de figures possible dessus. La construction du parc, ouais, ça fait déjà 5-6 ans qu'il est en place. C'est essentiellement de la récupération à la base, qui vient des services techniques de Lens. Et après, au fur et à mesure, voilà, on a ramené un peu des palettes. Maintenant, on y investit un petit peu d'argent. Je peux un peu le rénover, acheter un peu des chevrons, un peu des voliges, histoire que ça reste à peu près propre et sécurisé. Voilà, puis avec le temps, on a réussi à faire ça tranquillement, même si c'est encore du boulot. Puis on essaye de chaque année de le bouleverser un petit peu afin de retravailler nos lignes un petit peu différemment. Ça, c'est hyper important dans notre domaine, de pas s'habituer aux choses. Il faut sans arrêt bouleverser notre façon de rouler, l'environnement, afin de progresser. Quand on s'habitue, c'est pas bon. Donc voilà, bouleverser, changer, essayer des nouvelles choses, c'est ce qui permet vraiment de progresser. Et même à 37 ans, c'est vrai que c'est vraiment des sports voilà, où il y a très peu de recul. Et je me posais la question encore il n'y a pas si longtemps, jusqu'où on pouvait aller. J'ai 37 ans cette année et j'arrive encore à progresser, évoluer dans ma discipline. Tout simplement voilà, en ayant de la passion et puis en essayant à chaque fois de ne pas rester sur ses acquis, mais en essayant des choses. Je dirais que c'est la base.